Monsieur le coordonnateur intérim du programme DDRCS, Monsieur le coordonnateur adjoint intérim du programme DDRCS, Mesdames et Messieurs, membres du cadre de concertation pour la paix et appui au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation DDRCS en Ituri, chers officiers représentants du commandant 32e région militaire et zone opérationnelle, chers chevaliers de plumes et de micros, chers conseils et confrères, mesdames et messieurs, à vos titres et grades respectifs, bienvenue à ce point de presse qui se tient aux esplanade du gouvernorat de la province. Voici l'agenda du jour. Il y aura l'exposé sur l'état des lieux du programme DDRC qui sera présenté par le coordonnateur intérim du programme, M. Jean-Marc Mazio. Il va aussi parler des contacts avec le partenaire parmi les activités réalisées. Et enfin, il va parler des étapes qui vont suivre, c'est-à-dire la planification dans les activités, et le message de paix va clôturer cette partie de l'exposé. La deuxième partie sera le jeu des questions-réponses où les journalistes vont intervenir. Et c'est avec cette deuxième partie que nous allons mettre fin à ce point de presse. Je vous souhaite déjà une bonne condition et surtout bonne participation. Et si état dit, je passe directement le micro, la parole au coordonnateur intérim du programme. Monsieur le coordonnateur adjoint intérim du programme DDRCS Ituri, Madame point focal du COAP pour la province de l'Ituri, Mesdames et Messieurs, présidents des différentes commissions du cadre de concertation pour la paix en appui au PDDRCS en Ituri, chers officiers représentants du 32e région militaire et secteur opérationnel, Monsieur le coordonnateur de l'organisation ACIAR, chers notables, chers révérends, chers représentants légaux, mesdames et messieurs, membres de la presse, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce cadre à l'occasion de cette petite communication qui rentre dans le cadre de présentation des acquis ou des petites réalisations phares qu'a réalisé la coordination provinciale intérimaire dans le cadre du PDDRCS en Ituri. Comme le disait déjà notre officiant du jour, que nous allons vous entretenir brièvement sur les 3-4 points. Mais nous voulons d'abord, avant toute chose, présenter nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a voulu donner des solutions durables par rapport à cette situation tragique que nous traversons plusieurs décennies. Comme vous le savez, ces efforts considérables sont sanctionnés par la mise en place de ces programmes, qui est le programme du gouvernement, et désormais un programme qui va s'occuper des désarmements, des mobilisations, relèvement communautaire et stabilisation. Nous voulons aussi remercier le coordonnateur national du programme,
M. Emmanuel Ushindi Tommy Tambwe, pour son leadership et puis la confiance qu'il a placée à nous autres, nous tous. Il nous a donné cette chance de bien vouloir jeter la base solide par rapport à ces programmes. Excellence, le coordonnateur du PDDRCS était de passage ici à Nitouri. De son passage ici, il a réalisé pas mal d'activités, pas mal d'actions considérables. Entre autres, il y a d'abord des différentes consultations. Il y a aussi cet atelier-là de grande envergure et a permis une bonne présentation de ces programmes. Il y a aussi la mise en place de ces cadres ici, cadres de concertation, qui continuent maintenant à appuyer l'implantation du programme. Comme vous le savez aussi, toutes les activités dans le cadre qui rentrent dans la logique des cadres de concertation sont coordonnées par son Excellence Monsieur le Gouverneur militaire, qui est le numéro 1. C'est lui le président de ces cadres. Avant le départ du coordonnateur, nous avons reçu des assignations. Il fallait maintenant travailler, se mettre ensemble, arriver à opérationnaliser les cas de concertation, mais aussi asseoir un environnement favorable pour le démarrage effectif des activités dans le cadre du PDDRCS. Juste après le départ du coordonnateur, nous nous sommes réunis autour de l'autorité provinciale avec le concours de différentes commissions et la collaboration au niveau de la coordination. Là, si je le dis comme ça, parce que nous avons appliqué une approche participative et puis inclusive. Nous avons mis en place un agenda des activités prioritaires. Cet agenda d'activités prioritaires prévoyait l'élaboration, d'abord l'opérationnalisation des cadres de concertation. Et nous avons organisé plusieurs réunions, plusieurs ateliers de redynamisation de ces cadres de concertation et voire même organisation de ces cadres de concertation. Toutes les commissions étant déjà en marche, autour de l'autorité provinciale, nous avons entamé l'étape programmatique. C'est à ce niveau-là que nous avons élaboré. C'était question de doter l'Ituri avec un outil de planification. Et toutes ces démarches, bien sûr pédagogiques, mais aussi participatives, ont permis l'élaboration des plans opérationnels PDDRCS Ituri. Un plan opérationnel, c'est en même temps une stratégie qui tient compte de la stratégie nationale PDDRCS, qui se base sur les 5 piliers, comme vous le connaissez très bien. Et là, nous avons développé des idées claires par rapport aux priorités qui rentrent dans le cadre des piliers paix, réconciliation et cohésion sociale. Nous avons aussi développé des idées très claires par rapport à la restauration de l'autorité de l'État et sécurité. Et nous avons également élaboré des idées très claires par rapport au relèvement communautaire stabilisation. On a aussi élaboré des idées très claires par rapport au développement, relance économique, dont toutes les questions des grands projets intégrateurs, intégration des combattants, des ex-combattants, si je peux les souligner. Et en fait, nous avons aussi élaboré une stratégie très claire par rapport à la sensibilisation, mobilisation et plaidoyer. Voilà, donc l'Ituri a déjà un draft, des documents très clairs où on peut directement voir, si on veut parler de paix, cohésion sociale, réconciliation, qu'est-ce que nous attendons dans tout ça. Et de ces grands documents,
nous avons ressorti ce qu'on appelle un document encore très important et opérationnel que nous avons qualifié feuille de route. Et notre feuille de route nous aligne derrière 8 actions prioritaires. Et dans cette feuille de route, on essaie un peu de déterminer d'une manière réaliste ce que nous devons faire dans le cadre du PDDRCS ici à Ituri pour l'année 2022. Comme vous le savez, ce programme, c'est un giga, c'est un méga programme qui a vraiment une ambition, non seulement un impact rapide en court terme, mais à moyen terme, à long terme. Mais ensemble avec les membres, les techniciens, les notables, les responsables au sein des cadres de concertation, nous avons pu dégager des actions réalistes. Je peux citer quelques échantillons par rapport aux actions. Nous voulons être plus pragmatiques. Le premier élément, c'est question de cohésion sociale, question de réconciliation, question de pacification. Et à ce niveau-là, nous avons priorisé 2 aspects des choses. Nous abordons les questions liées aux problèmes des communautés, aux problèmes de cohabitation pacifique. Et de l'autre côté, nous abordons aussi les questions relatives aux conflits armés, les problèmes des groupes armés. Parce qu'à un certain niveau, on a compris que la présence, l'activisme des groupes armés nous créait beaucoup de problèmes dans nos communautés. Voilà, et on a abordé cela. Et à deuxième niveau, nous abordons directement question de désarmement, question de démobilisation. Et à troisième lieu, nous essayons un peu d'aborder dans cette feuille de route question de réinsertion, les gens qui vont se rendre. Parce qu'à ce niveau ici, on ne va pas rester dans des dialogues, dans des expressions de bonne intention. Nous devons être maintenant pratiques. Donc, dans la pratique des choses, comment les gens vont se rendre, comment les opérations de démobilisation ou des armements vont se réaliser, et comment on va les réinsérer ou s'occuper d'Irandi. Et de l'autre côté, il y a des communautés victimes, des communautés de jeunes désœuvrés, qu'on doit aussi prendre en charge, les intégrer dans ces systèmes-là. Comme vous le savez, le DDR actuel est différent de l'ancien DDR. Le DDR actuel est d'abord communautaire, c'est-à-dire la communauté au centre, on organise toutes les actions autour de la communauté. Nous avons aussi essayé de ressortir les questions de retour, aborder les questions de retour des déplacés. Voilà, on s'occupe, on démarre avec le désarmement, démobilisation, mais aussi on travaille avec les humanitaires, comment créer d'abord des conditions sécuritaires favorables pour accueillir les déplacés dans leur milieu de retour, mais aussi créer des conditions de réinsertion, donner du travail, s'occuper de ces déplacés. Et de l'autre côté, on commence déjà à réfléchir aussi sur les grands projets de réintégration. Comme vous le savez, les gens sont allés à Kitona, à Kamina, ils sont rentrés avec des petites mallettes, une chemise, un pantalon, et après, demain, ils regagnent la brousse parce qu'ils n'étaient pas occupés. Donc c'est le moment maintenant de penser à des grands projets, comme c'est un processus. Alors, au finish, nous avons pensé aussi mettre un peu de l'ordre dans le secteur des communications. Donc, l'intention aussi, c'est de développer un mécanisme, développer un plan de communication cohérent. Parce que ce que nous avons remarqué aussi, tout le monde se jette dans cette histoire de pacification. Mais il ne faut pas oublier aussi les mauvais souvenirs historiques de 1000 collines. Donc, à ce niveau ici, il faut arriver à démontrer la ligne, comment les gens vont se mobiliser pour la paix. Et voilà, les journalistes professionnels engagés pour la paix. Bon, il y a plusieurs secteurs de communication, mais ceux-là qui vont vouloir travailler dans les secteurs de paix, sécurité, ils doivent quand même respecter certaines règles. Donc voilà un peu en ce qui concerne ce que nous avons réalisé. Nous parlons des livrables. On ne pouvait pas venir devant vous, devant la communauté, avec des discours et ainsi de suite.
La feuille de route était déjà là, présentée à l'autorité provinciale, validée. Et maintenant là, nous sommes en train de... Nous avons engagé des contacts. Et les différents contacts, d'abord, nous avons mis en place un cadre de concertation permanent avec les acteurs militaires. Là, c'est directement avec nos amis des 32e région militaire et secteur opérationnel et la branche MONUSCO d'EDER pour développer, au moment où nous parlons, à l'issue de ces différentes discussions, nous venons d'avoir notre plan opérationnel d'EDER pour l'Ituri. Donc dans ces documents-là, ce sont des scénarios très simples pour dire il ne suffit pas seulement de déposer les armes, voyez, il faut déposer les armes. Non, nous précisons dans ces documents-là, on va vous dire, celui qui veut déposer les armes ou son arme, s'il est à l'OPA, il peut prendre ses chemins. Il peut rencontrer tel, et à partir de là, tous les circuits de désarmement, de mobilisation. C'est le travail qui est déjà réalisé. Non seulement ça, nous avons aussi organisé des missions d'identification et de certification des sites de transit. Et pour le moment, nous avons déjà des sites, nous avons 2 sites déjà identifiés. Donc parmi ces sites-là, il y a l'un de ces sites qui est déjà identifié et puis certifié. Un site qui a une capacité énorme de plus de 400 hectares en termes de superficie, mais aussi qui offre beaucoup d'opportunités en termes d'encadrement. Ça, c'est pour Irumu. Et nous avons aussi un autre site qui va au-delà de 600 hectares au niveau du territoire d'Ndjougou. Donc, c'est vraiment du pragmatisme. On dépose, on entre au site. Et là, les sites sont déjà identifiés. De l'autre côté, nous envisageons aussi de contact directement avec les partenaires qui vont nous soutenir localement, tels que la MONUSCO, les autres partenaires de la société civile, les partenaires internationaux, pour qu'il y ait une coordination dans ce que nous faisons. Et nous avons aussi envisagé l'harmonisation, c'est même pas l'harmonisation, une possibilité de se coordonner avec la task force. Comme vous le savez, c'est une mission aussi diligentée par le président de la République qui vient toujours dans le même cadre pour soutenir les efforts du PDDRCS. Ils sont plus en front, parler directement avec les groupes armés, sensibiliser les gens pour qu'ils adhèrent au processus. Et nous, à notre niveau, on crée un environnement favorable d'accueil de tous ces gens-là. Donc, tout ce que les gens peuvent faire, sensibilisation et ainsi de suite, au finish pour nous, c'est arriver à une adhésion massive, à un désarmement massif. C'est ça la finalité. Donc, voilà un peu ce que nous faisons jusque-là. Alors, qu'est-ce qui reste à faire? Ce qui reste à faire pour nous, c'est d'abord cette appropriation, la vulgarisation de cette feuille de route. Nous voulons que tout le monde soit quand même au courant de cette feuille de route, quand bien même la feuille de route est venue d'une démarche assez représentative, parce que nous sommes partis de consultations, que d'abord avant que le cordon arrive, il y a eu des consultations à travers les structures d'appui, les structures de soutien, COAP, qu'on a organisé un peu partout, plusieurs réunions. Et nous aussi, à l'époque, nous avons organisé plusieurs descentes dans des milieux ruraux, dans les 5 territoires, pour essayer un peu de recueillir les idées de tout et chacun. Et quand le coordonnateur est arrivé, toute une semaine de consultation. Après, nous sommes allés dans un atelier de plus de 250 personnes. Et à l'issue de cet atelier, on a eu des éléments et voilà, maintenant, nous avons proposé ces plans opérationnels, la feuille de route, créer des conditions pour que les opérations s'organisent dans de bonnes conditions. Voilà, mesdames et messieurs, donc il n'est plus question de douter, il est plutôt question d'opportunité.
question d'opportunité que nous devons saisir. Nous devons travailler ensemble. Le programme est déjà opérationnel. Nous avons la coordination intérimaire qui travaille déjà. Nous avons le cadre de concertation qui est déjà actif. Et nous avons tout le monde qui soutient tout ce que nous faisons. Et nous avons aussi l'engagement des autorités à tous les niveaux qui soutiennent le programme au niveau de la province. Donc, ce qui reste pour le moment, il faut arriver à fédérer seulement les efforts. Nous n'allons plus travailler à l'ordre dispersé, nous devons travailler ensemble. Comme vous le savez, dans ce domaine ici de pacification, domaine de consolidation de la paix, ce n'est pas un domaine monopolaire. Ce n'est pas seulement un domaine de l'État, c'est un domaine de tout le monde. Donc, ce qui est important, il faudra que les gens se mettent ensemble, arriver à une vision commune pour la paix, la sécurité, la reconstruction de notre chère province de l'Ituri. Bon, à dépit de tout ce que nous faisons, tout ce qu'on peut dire en termes de réalisation, il se dégage quand même un constat malheureux dans nos différents territoires par rapport à la croissance des violences. Et des violences armées, tragiques même, que nous pouvons le dire. Voilà la situation des incidents sécuritaires que nous pouvons rappeler partout dans les deux territoires, particulièrement le territoire d'Irumu, et vraiment avec un accent un peu plus fort dans le territoire de Ndjougou. Donc les attaques contre les positions, certaines positions des FARDC, les attaques contre les installations ou les cas de vulnérables, les cas de déplacés. Donc la situation récente, c'est ce que vous le savez très bien, la situation des Savo, une situation qui a troublé le cœur de tout le monde. Et vous avez suivi aussi de partout, les gens les voient, donc tout le monde condamne et pense que non, ce n'était pas le moment. Et cette situation crée aussi une tension entre les partis. Et la politique, la jeunesse, la société civile, les autorités locales, et ainsi de suite. Donc, nous voulons tout simplement interpeller les partis les uns et les autres. D'abord, considérant que nous avons déjà un programme qui est déjà mis en place. Considérant que les autorités au niveau de la République ont apporté quand même une attention particulière à nos problèmes. Et ils ont pris des mesures pour essayer un peu de trouver des solutions durables par rapport à cette tragédie. Je crois que le moment est là pour capitaliser ces opportunités. C'est le moment de se liguer pour que nous puissions voir les choses dans la vision des sorties de crise. Nous profitons de cette occasion d'abord pour présenter au nom de la coordination intérimaire et puis au nom des membres des cadres de concertation, toute l'équipe, nos sincères condoléances aux familles éprouvées, touchées directement ou indirectement. Mais aussi nous voulons lancer un message pour dire que non, aux frères et sœurs qui sont plus engagés dans ces pratiques ignobles doivent comprendre que non, l'ère n'est plus aux violences armées. L'ère n'est plus, je ne sais pas, aux conflits armés, les exactions, tout ça. Il est temps de revenir dans nos consciences pour que nous puissions faire la paix. Donc, ça ne se justifie pas, on n'a pas de justification pour le moment. Donc, des raisons qu'on peut donner pour dire que non, ça, c'est à cause de ça, je peux tuer quelqu'un. Vraiment, nous condamnons cet acte et nous encourageons la population de garder encore l'espoir parce que nous n'allons pas aussi croiser les bras tant que la paix n'est pas encore là. Alors, le message est clair. Il est temps de se coaliser. Il n'y aura pas une population sans autorité.
Et il n'y aura pas une population sans l'État. Et il n'y aura pas un État sans population. Donc tout le monde a son rôle. Ce qui est important pour le moment, nous devons nous liguer. Tout le monde doit maintenant se préparer, se ranger à l'ordre utile, pour que nous puissions maintenant profiter de cette opportunité. Accompagner les programmes que le chef de l'État a institués. Vous connaissez ces différentes initiatives. Il y a le PDDRCS qui est là. Il y a aussi la notion de respect des autorités légalement établies. Donc, il y a aussi la question de confiance que nous devons travailler sur la confiance entre la population et les autorités. Et il y a aussi le travail des task force qui est mené. Tous ces efforts, même vos efforts individuels, attaque médias, attaque leaders communautaires, nous devons maintenant nous coaliser, nous mettre dans un seul panier, avoir une seule vision de sortie des crises. Et je crois que c'est possible que l'Ituri puisse sortir de cette crise. Parce qu'il y a un temps pour tout. Donc il est temps, il y a eu un temps pour faire tout ce que vous avez fait. Et il y a eu un temps de subir ce que nous avons subi, nous tous. Mais le temps est venu que nous puissions nous organiser pour construire ensemble la paix. Voilà, mesdames et messieurs, un peu de mots, ce que je pouvais dire en ce qui concerne les activités, l'opérationnalisation du programme au niveau provincial, programme DDRCS. Nous vous remercions. Et il y a eu des contacts et ça continue avec des partenaires qui vont intervenir dans la démobilisation. Le coordonnateur a cité la MONUSCO et puis le membre de la société civile et les autres. Aussi, il y a eu des missions d'identification et certification des sites. Et là, il y a déjà 2 sites de transit qui sont ciblés. Et aussi là, il y a aussi un travail qui s'est fait par rapport à la coordination avec la taxe force et les activités qui vont suivre. Je pense que cette activité commence même par celle-ci qui entre dans les cadres de redevabilité. Il y aura des vulgarisations en fait que les gens puissent s'approprier cette feuille de route et plusieurs séances de sensibilisation qui vont même accompagner ce programme. Et en fait, il a terminé par les constats malheureux, et ce qui se résume dans la croissance des violences et le message de la paix à clôturer cette partie. Nous commençons directement la deuxième partie qui est concentrée au jeu questions-réponses. Donc, dès que vous serez désigné, vous passez ici et vous posez la question. Donc, on commence par le jeu de 5 questions. 5 questions, vous venez ici, vous posez. Non, 5 personnes plutôt, j'ai dit, pas 5 questions. Donc vous passez ici, posez la question, et puis après 5 personnes, le membre des concertations, des cadres de concertation, avec le président et aussi le point focal, vont répondre. Nous commençons par Charlie. Je suis Charlie Omba Lohahe, la correspondante de l'antenne 1 dans la province de l'Ituri. J'ai une petite question. J'ai suivi la présentation du coordonnateur intérimaire. Vous avez... Ah oui, messieurs les coordonnateurs intérimaires, j'estime que vous avez déjà été sur le terrain, comme vous l'avez dit. Lors de son séjour à Nituri, les coordonnateurs nationaux avaient insisté sur une approche locale qui prenne en compte les besoins locaux. Alors ma question est de savoir quels sont les besoins locaux, parce que vous avez déjà été sur le terrain, surtout par tas de ces premiers résultats que vous venez de présenter aujourd'hui à la presse. Je vous remercie. C'est également remercier le coordonnateur à d'intérim pour cet exposé. C'est comme madame l'a dit ici, c'est la redevabilité. Puisqu'on ne savait pas ce que vous faisiez, ça a communiqué à la presse. En fait, j'ai 3 petites préoccupations.
nous sommes tous sans savoir que si aujourd'hui, il y a un rebondissement des conflits en Ituri, c'est puisqu'en amont, il y a des programmes précédents n'ont pas donné solution. Ah, la présentation, c'est Placide Ouchirchan. Je suis de la voix de l'Ituri.net. Alors, je disais qu'il y a eu des programmes précédents qui ont été lancés par le gouvernement et il y a eu des montants colossaux qui ont été alloués pour ces programmes-là. Et si aussi il y a eu rebondissement des conflits, c'est-à-dire qu'en amont, on n'a pas tenu compte de certains préalables ou certaines réalités. Vous avez parlé d'abord aux exposés que cette fois-ci, il y a une particularité. Vous avez dit que les communautés seront plus mises à jour. J'aimerais savoir, puisque par expérience, monsieur le coordonnateur AI, il y a des communautés, vous savez ici, qui ne sont pas consommées dans leur base. Je ne sais pas si vous avez tenu compte de ça. Si aujourd'hui, nous passons 4-5 ans de rebondissement des conflits, c'est puisqu'il y a des communautés qui n'ont pas réussi à sensibiliser leurs membres qui sont dans les groupes armés. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire à ce niveau-là. Avez-vous tenu compte de cet aspect, de la non-consommation de ces communautés-là dans leur base? C'est ça la première préoccupation. Vous savez, ça se passe, ce n'est plus un secret. De deux, c'est par rapport à la collaboration avec Task Force. Vous avez vous-même dit qu'il faut une harmonisation dans la communication. Task Force échange avec les groupes armés. Task Force raconte les différentes couches en les sensibilisant. Vous aussi, vous êtes presque dans la même mission. Pour éviter des contradictions dans la communication, dans la sensibilisation, comment vous faites avec, quel est le degré de collaboration avec Task Force à ce niveau-là? Puisque vous risquez d'aller sensibiliser les groupes armés, les messages que Task Force a lancés là-bas, ça risque d'être contradictoire avec ce que vous lancez. Alors quel est le degré de collaboration entre vous, PDDRCS, et Task Force à ce niveau-là? Vous avez parlé également des sites qui sont déjà identifiés à Irumu et à Ndjougou. J'aimerais savoir, si ce n'est pas discret, c'est où précisément, où est-ce que vous avez identifié? Vous avez parlé de 600 hectares et l'autre 400 hectares. J'aimerais savoir, avez-vous également tenu compte de la proximité? Puisqu'on peut installer un site qui est proche aussi des bastions des miliciens, les miliciens qui ont toujours tendance à revenir dans les groupes armés. Alors, c'est installé où? Et aussi, dans quelle entité précisément? Puisqu'il y a des entités qui logent les groupes armés comme des bastions. Avez-vous également tenu compte de ça? Je termine avec la dernière préoccupation. Vous savez également, monsieur le coordonnateur AI, qu'en Ituri, par expérience, les groupes armés, un milicien peut avoir autant d'armes. Il dépose seulement peut-être une, il peut en avoir 3, mais il garde d'autres armes. C'est par expérience aux différents programmes que nous avons connus. Avez-vous également tenu compte de cette réalité-là? Puisque les armes qui circulent aujourd'hui ici, on n'a pas d'usine d'armes ici. Ce sont toujours les anciennes armes qu'on utilisait à l'époque. Alors vous ne voyez pas que le risque aussi, les statistiques ne sont pas mises en place. Au risque de connaître les mêmes programmes, les mêmes faits, les mêmes scénarios. Ils déposent 2 armes, ils les avec 2 autres armes. Alors, qu'est-ce que vous allez faire à ce niveau-là pour que ça soit une particularité contrairement à ce que nous avons connu à l'époque? Merci. Mimi du Congolo, Jean Anaclé, ACP. Quel sera le sort de la milice FRPI dont les sites avaient déjà été identifiés à son temps et leurs leaders portent des uniformes FARDC avec des grades autoproclamés? Ces derniers seront-ils incorporés dans l'armée? Oui. Bonjour à tous. C'est Léon Mungwana de la radio-télévision Anzuru Bunya, RTR 94.fm. J'ai 2 questions. La première va droitement à M. Jean-Marc Mazio qui a exposé. Ma question est de savoir quels sont les mécanismes de crainte par rapport à la réussite de cette mission qui vous est confiée. La deuxième question va droitement au référencement de l'époque. Je me souviens en 2005-2006, lors des programmes DDRC, je pense, DDRC à l'époque, tous les miliciens, nos frères qui étaient dans les groupes armés, à l'époque, quand on a fui, on est revenu, on les avait retrouvés en dotation avec des motos, dotation avec des kits. Est-ce que l'approche sera identique? Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Israël Pirote. Je suis journaliste.
J'ai une petite question. La question porte plus sur la feuille des routes présentée. C'est avec intérêt que nous avons suivi la présentation de ces feuilles des routes. Maintenant, la question où je trouve un peu une zone d'ombre ou un peu ambiguë, c'est par rapport à la réinsertion ou la prise en charge des EFGA ou des enfants associés aux forces armées ou groupes armés. Alors, qu'est-ce que la feuille de route prévoit par rapport à cette catégorie de personnes? Je vous remercie. Une question, je voudrais aussi que certains présidents des commissions peuvent aussi revenir pour compléter. Par rapport aux besoins locaux, je vais laisser ça au président. Je crois que M. Jean Dédier est là. Tu peux déjà commencer à harmoniser qui va prendre ça à charge. Échec programme, ça nous allons prendre en charge, et y compris nos consommations. Degré de collaboration avec TASC, oui. Choix des sites. Récupération de toutes les armes. Sort FRPI. Approche moto. C'est toujours... On peut... Les amis de réinsertion là-bas. Je crois que M. Peter, dans votre commission, vous pouvez déjà trouver une réponse. Et à Fouga, les amis de restauration de l'autorité de l'État, vous allez prendre en charge. Question des enfants associés aux groupes armés. Risque identifié. Nous allons laisser aux partenaires. Tu peux nous compléter là-bas par rapport au risque, parce que le travail que nous avons organisé était quand même holistique. On est allé à identifier les risques et les mesures de mitigation. En ce qui concerne... Ok, ça va. Je vais me faire compléter aussi par... Oui. Je laisse la deuxième là, on va prendre ensemble avec la dame. Les degrés de collaboration. Je voudrais quand même, Akita ici, qu'il y ait quand même une clarté autour de ça. Il n'y a pas plusieurs programmes. Ça d'abord, il faut mettre dans la tête. Il n'y a pas plusieurs programmes. Il n'y a qu'un seul programme. Institué par les chefs de l'État. Ces programmes-là, qui s'occupent des désarmements, des mobilisations, relèvement communautaire et stabilisation. Les mêmes programmes interservices publics de l'État, attachés à la présidence. Ce n'est même pas un projet. Donc, comme vous êtes des journalistes, vous allez nous aider. Parce qu'à un moment donné, je vois que la population est vraiment surchargée. On lui amène les discours, et comment ça va évoluer. De l'autre côté, il y a état de siège. Et il y a task force. Il y a PDDRC encore qui arrive. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Même s'il n'y avait pas état de siège, on aurait toujours une autorité. Le gouvernorat était toujours là. Donc les institutions sont bien établies, elles sont là. Par rapport à notre collaboration, c'est simple. Vous pouvez rentrer dans l'ordre de mission qui fixe la mission des task force. C'est clair, ils sont venus pour sensibiliser. Ils vont préparer aussi la conférence, ça rentre toujours dans le cadre de pacification, mais aussi appuyer le PDDRCS. Donc il n'y a pas de compatibilité entre le travail que réalise Task Force et le PDDRCS. À la seule différence, Task Force a une mission précise. Mais nous sommes un programme, nous sommes un service de l'État. Donc nous sommes là pour fédérer les efforts de tout le monde.
Voilà, nous avons dit que nous sommes déjà à ce niveau-là. Nous sommes en train de chercher à harmoniser pour ne pas tomber dans ces problèmes-là que vous venez de dire, avoir double langage auprès des groupes armés, population, et ainsi de suite. Ces questions seront bien traitées et je crois qu'il n'y aura pas de problème. Nous saurons ce que nous pouvons dire et les amis vont faire leur travail. Donc, j'insiste qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre ce que fait Task Force et le travail du PDDRCS. Les sites ne sont pas identifiés comme ça. Il y a toujours une culture dans ce genre de travail. Il y a des critères par rapport à ça pour arriver à identifier un site qui répond aux attentes de tout le monde. Ces critères ont été appliqués. Mais dans le cas d'espèces, nous n'avons pas que 2 sites. Nous avons identifié des dizaines de sites. Mais nous avons plusieurs catégories de sites. Il y a des sites de regroupement où les gens... Bon, les militaires sont là. On ne peut pas désarmer 2000 personnes directement en armes. Il faut toujours les organiser. Voilà la raison pour laquelle on parle des sites de regroupement. Ils arrivent, ils se regroupent. On organise maintenant le travail de désarmement pour aller dans des sites de désarmement et après entrer dans les sites de transit ou sites de préparation pour la réintégration. CPR. Alors nous avons au moins 2 sites. Les 2 sites, comme je disais, présentent des avantages coopératifs. Parce que ces sites sont tirés dans le patrimoine de l'État. Ce ne sont pas des terres de communauté qu'on veut ravir, non. D'abord, je souligne aussi, ces sites sont tirés dans le patrimoine du PDDRCS. Comme vous le savez, PDDRCS qui a fusionné les 2 programmes INPDDR et STAREC, tous les patrimoines là, de STAREC et INPDDR font maintenant les paniers patrimoine PDDRCS. Alors, les 2 sites étaient jadis des sites d'encadrement toujours de démobilisés dans le cadre de INPDDR. Voilà, je sais que vous voulez que nous puissions vous dire les sites, c'est où. Nous avons le site de Diango. D'ailleurs, nous avons été avec vous là-bas à un moment donné, quand le ministre national, ministre de Défense était ici. C'est vraiment un patrimoine de l'État. Vous connaissez très bien. Nous voulons aussi prochainement aller avec vous. Vous pouvez aussi visiter. Donc, n'ayez pas peur par rapport aux distances et ainsi de suite. Les critères sont vraiment évalués et puis ça répond aux critères. Il y a aussi le site de l'ODA. Nous étions avec vous à Fatak à un moment donné. Nous étions là avec vous. C'est toujours notre patrimoine. Nous avons des concessions là-bas parce que comme vous le savez, les DDR communautaires, il n'est pas question de remettre seulement les armes, il faut occuper les rendus. On va les occuper comment? Dans des activités peut-être agricoles, élevage, et ainsi de suite. Je ne sais pas, vous avez suivi la radio ce matin. J'ai suivi la radio au Capi où on parlait un peu des opérations de désarmement, enregistrement biométrique, où un combattant, un leader, un ex-leader des combattants, des miliciens, qui a présenté son sentiment de satisfaction. Maintenant, il regagne la vie civile, il va cultiver les champs, il va faire l'élevage. Donc, c'est ça. Donc, il y aura du temps suffisant, on va parler des questions des sites. Bon, récupérer les armes, c'est toujours un travail en même temps complexe. En même temps complexe. Il y a des gens qui vivent, qui cachent les armes, et ainsi de suite. Mais ce qui est important, il faut commencer le processus. Il faut commencer le processus. Dans un premier temps, les DDR volontaires, les gens se rendent. Et après, on peut aussi... on peut pousser, on peut arriver même au niveau de bouclage, de contrôle, des choses comme ça. Il y a plusieurs étapes. Mais ce qui est sûr,
on n'a jamais récupéré toutes les armes seulement dans 2 mois, 1 mois, ainsi de suite. Partout là où il y a de... Parce que l'histoire de DDR, là, ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo, hein, c'est dans plusieurs pays aussi. L'expérience a démontré que c'est un travail processus. On peut toujours... Voilà. Mais ce travail-là, c'est avec la communauté. C'est avec la communauté. C'est la population qui va nous dire, non, écoutez, ces gens-là, ils ont déposé les armes, mais il y a des armes chez nous ici. Comme on a fait Kachui, n'est-ce pas? Ça t'acoule Wenyuma. Alors nous allons travailler avec la communauté. Et surtout que nos frères et sœurs impliqués dans les histoires de milices là sont nos frères, ils sont dans la communauté. Donc nous allons travailler ensemble avec la communauté pour récupérer les armes. Bon, je voudrais dire que la fois passée, le coordonnateur national était ici. Il a tenu un point de presse et partout dans des conférences et réunions, il a abordé la question des FRPI. Moi, je pense que je ne vais plus rentrer dans ça, mais comme vous voulez seulement que je puisse dire même un mot, je peux peut-être dire quoi. Le coordonnateur était clair. Il a dit, on va traiter les dossiers de tous les groupes armés. Même l'ordonnance est claire, règle cette histoire. Et par rapport à la FRPI, il a dit que non, il y aura un travail de réévaluation de ce qui était déjà fait. On va voir qu'est-ce qu'on a fait, quels étaient les obstacles, les difficultés, et voir comment aboutir. La vision ou la recherche, c'est arriver au bout de tout ça. Donc vous n'allez pas vous inquiéter. Donc question intégration dans l'armée, ici de suite, c'est pas à moi de répondre à cette question parce que l'ordonnance est claire. Et comme vous le savez, le DDR actuel est vraiment un DDR civil. Mais tout ça, nous allons le faire ensemble, avec la communauté. Pour le PDDRCS, ce ne sont pas des intérêts, mais c'est plutôt l'intérêt général, qui est la paix. Donc mettre la paix au centre. Je crois que ça va aller. Voilà, à ce qui concerne les échecs, Madame Esther va me compléter. Dans tous les documents, même dans la stratégie, pour votre information, il y a la stratégie PDDRCS qui circule déjà, et draft. Vous pouvez le lire, il n'y a pas de tabou. Il y a toute une liste. On a identifié toutes les faiblesses, les questions qui n'ont pas permis, qui n'ont pas favorisé la réussite des programmes précédents, ont été énumérés. Et le programme actuel vient maintenant, donc va partir de ces erreurs-là pour corriger ce qui n'a pas marché. Donc, dans des documents officiels, c'est connu ce qui n'a pas marché en termes de DDR dans ces pays. Et ici à Ituri, quand nous étions dans l'atelier, nous avons élaboré un document où on a parlé systématiquement des échecs, des approches utilisées ici à Ituri, non seulement dans l'ensemble de la RDC. Voilà, si tu peux me compléter là-bas pour les échecs, et vous pouvez déjà prendre en charge vos questions. Concernant l'échec des programmes antérieurs, prenons les DDR 1, 2 et 3. Maintenant, nous sommes à la phase de DDR 4. Comme venait de dire le coordonnateur intérimaire, le coordonnateur national avait déjà soulevé ces points, mais par rapport au DDR actuel, il y a une innovation. C'est-à-dire, quand on parle de DDR civil, il y a la non-intégration d'abord des groupes armés dans les unités de FARDC de la police nationale. Il y a aussi DDR communautaire qui prend compte les besoins communautaires. Il n'y aura pas quelque chose qui va venir d'ailleurs pour imposer à la communauté. C'est la communauté qui va présenter les besoins communautaires. C'est ça l'innovation dans les DDR actuels. Merci beaucoup, madame, pour les compléments importants. Nos consommations. Mais l'approche est centrée sur les démarches cohésion sociale et réconciliation. D'ailleurs, nous allons commencer à nous réconcilier d'abord ici. Nous devons d'abord partir de Jérusalem. Il ne faut pas d'abord dire que non, ces gens-là ne se réconcilient pas, et ainsi de suite. Nous allons les faire comme ça, mais nous allons aussi tenir compte des sensibilités au conflit.
À un moment donné, si nous pensons que tel acteur n'est pas consommé, nous allons utiliser les autres acteurs, mais dans le souci d'amener ces gens-là à se réconcilier. Si les gens ne marchent pas ensemble, la communauté avec les leaders, les autorités locales, il n'y aura pas la paix. L'essentiel d'abord, nous devons partir de cette réconciliation-là, acceptation mutuelle. Mesdames et messieurs, vous pouvez nous compléter. Ici, c'est le président de 3e commission, relèvement communautaire, résilience et stabilisation. Nous voulons juste donner une réponse à la première question posée par Madame la journaliste concernant les besoins locaux. Je pense que le coordinateur AI a bien dit que notre approche est inclusive. Ces besoins, nous devions les citer ensemble. Mais néanmoins, la commission 3 a eu le privilège de citer quelques-uns de ces besoins-là que vous pouvez compléter parce que dans un groupe, on peut oublier et d'autres choses peuvent s'ajouter. Et par rapport aux besoins locaux, l'un des plus grands besoins, c'est la paix et la sécurité. Parce que sans la paix, sans la sécurité, rien ne peut marcher. Et vous tous, vous connaissez cette guerre a eu des impacts sur les milieux, à sorte qu'il y a eu des infrastructures socio-économiques qui ont été détruites. Donc, les besoins, c'est par rapport à cette une des actions dans le fait des routes dans lesquelles on visait le retour des populations dans leur milieu d'origine. Alors, quand la population rentre dans un milieu détruit, il faut d'abord reconstruire les infrastructures, non? Il faut construire les routes, il faut faciliter comment ils peuvent s'y prendre dans un premier temps, parce que beaucoup de notre population, si nous prenons par exemple les territoires de Ndjougou, sont agriculteurs. Donc il faut leur faciliter comment ils peuvent s'y prendre. Il faut leur construire des points d'eau potable. Il faut réfectionner beaucoup de choses qui ont été détruites. Donc les besoins sont légion. Mais on va y aller pas à pas. Donc je pense que je ne vais pas m'attarder sur ces points-là. Par rapport à la réinsertion des groupes armés, des enfants qui ont été pris dans les groupes armés, je pense qu'à ce niveau-là, aussi la 3e commission a essayé de travailler, là où on parle surtout de l'encadrement de la jeunesse, des œuvrés, l'encadrement des démobilisés. Donc pour arriver à les réinsérer d'une manière complète, il faut créer des unités de production où on peut les encadrer. Il faut qu'on puisse créer des centres de professionnalisation de ceci ou cela, où on peut les encadrer pour qu'après avoir appris ceci ou cela, lorsqu'il quitte là, il va se prendre à charge. Il ne va pas rester encore oisif. Donc, par rapport à cette réaction, il y a tout un programme qui est monté pour que toute personne désœuvrée, les enfants qui seront à l'âge de l'école, on les envoie à l'école pour leur faciliter leur réintégration. Donc, à ce point-là aussi, il y a un programme qui peut continuer à les accompagner si les moyens nécessaires seront disponibles et les choses peuvent aller de l'avant. Je pense que d'une manière très brève, c'est de cette manière-là que je peux répondre à ces questions. Merci. Le coordonnateur AI l'a bien dit que nous devons commencer à cultiver cette culture de vivre ensemble, de se pardonner, de s'accepter. En fait, il ne faudrait pas à ce que nous puissions vraiment voir les choses comme par le passé, que toujours nous serons là pour dire non, mais nous voulons à ce que les gens se rapprochent. Raison pour laquelle d'ailleurs, quand il a eu à présenter la feuille de route, vous avez suivi que notre première activité, nous allons tenir une grande conférence. Et cette grande conférence, l'objectif